les limites du barter, c'est qu'en fait, c'est un outil qui est surtout pertinent pour la vente, pour faire des ventes supplémentaires basées sur la vente de production sous-utilisée. C'est-à-dire que, en fait, par ce biais, des entreprises qui ne tournent pas à 100%, mettons une entreprise qui a des locaux à louer, elle en a un pour lequel elle ne trouve pas de clients, et ben via le barter, elle va se faire un client supplémentaire parce que ce client, qui d'habitude n'aura pas accès au crédit, là, via le barter, pourra avoir accès à des liquidités en plus qui lui permettra de faire des achats en plus. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que le barter est surtout intéressant. Et du coup, ça demande une croissance toujours exponentielle. Il y a un gros travail de ce qu'on appelle brocage. Donc en gros, c'est du courtage pour entreprise, de la mise en relation, qui peut être du coup très chronophage et très coûteux. Ensuite, la deuxième limite, c'est qu'il y a un risque que les gros vendeurs, c'est-à-dire ceux qui ont des offres les plus intéressantes à vendre au sein du réseau, finissent par quitter le réseau parce qu'ils n'ont pas assez d'options d'achat. Euh, Ça peut être par exemple des membres dont les offres sont très demandées, mais qui n'ont pas beaucoup d'achats à faire. Et donc du coup, au fil du temps, ces entreprises qui vendent le plus, elles vont recueillir plus de crédits que ce qu'elles peuvent raisonnablement dépenser au sein du réseau. Et si elles n'ont pas la possibilité de les dépenser à l'extérieur du réseau, c'est-à-dire de les convertir en euros, bah, elles vont commencer à partir. Du coup, pour elles, il faut trouver une solution pour les garder au sein du réseau. Et enfin, un dernier risque, c'est que pour que le système fonctionne bien, il faut toujours s'assurer d'avoir plus de demandes que d'offres. Et du coup, on a un risque si les membres qui ont un débit sur leur compte, donc qui ont une dette envers le réseau qu'ils doivent rembourser en vendant leurs propres biens ou prestations, s'ils partent en laissant leur compte débiteur, eh ben, on a on a moins on a moins d'offres. Voilà. C'est une petite gymnastique. Ensuite, à propos des monnaies locales adossées à l'euro. Donc, une MLC, c'est pour monnaie locale complémentaire. À savoir, là, je parle des barters, des MLC, mais il y a vraiment une multitude de systèmes d'échanges locaux, celles. Je ne suis pas non plus une experte à ce sujet, mais la monnaie locale qui est la plus connue, c'est celle qui est adossée à l'euro. C'est-à-dire que pour chaque unité de monnaie locale qui circule, il y a 1 euro dans un compte en banque. Et par ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est aussi quelque chose de juridique, c'est encadré. Voilà. Donc du coup, une monnaie locale, ça consiste à convertir ces euros dans une monnaie. Et cette monnaie, elle est attachée à un territoire. Et le but, c'est de la faire circuler le plus longtemps possible sur un territoire donné pour qu'elle puisse créer de la richesse. Donc les intérêts d'une monnaie locale, alors vraiment, les intérêts d'une monnaie locale, ils sont vraiment multiples. Là, je me concentre que sur ceux qui m'intéressent pour cette présentation. Mais l'intérêt, c'est que déjà, la monnaie locale, elle va agir sur la circulation de la monnaie. Et donc, du coup, une monnaie va rester, elle va être en quelque sorte capturée pour rester assez longtemps sur un territoire, ce qui va permettre de générer de la valeur. Donc ça, c'est parce que voilà, mon titre de monnaie locale, par exemple le Cairn, je peux l'utiliser que sur le territoire de l'Isère. Je ne pourrais pas l'utiliser pour payer des fournisseurs à Lyon. Donc je sais que le Cairn va rester sur un territoire donné. Ensuite, il n'y a pas de soustraction de valeur, c'est-à-dire que c'est la même quantité d'argent qui rentre sur le territoire que la quantité d'argent qui sort. La différence, c'est qu'elle va vraiment rester plus longtemps utilisée sur le territoire. Un autre intérêt, c'est que les monnaies locales sont reliées aux particuliers. Du coup, ça permet d'avoir beaucoup d'activités de type commerce. Et surtout, elle a un ancrage local, donc ça je l'ai bien dit, mais du coup avec une identité locale, une
une gouvernance locale même. Enfin, voilà, c'est généralement des projets qui sont gérés par des citoyens, enfin des habitants du territoire qui utilisent cette monnaie. Et en termes de limites, en fait, pour qu'une monnaie locale ait un réel impact en fait sur l'activité, enfin sur le territoire et plus précisément sur l'activité des professionnels, il y a vraiment une sorte de changement d'échelle à atteindre, enfin une taille critique. Et, en fait, si ça prend trop de temps à se développer, mais tout comme un barter, ça met longtemps à avoir des effets positifs sur les revenus des membres. Et du coup, il y a des membres qui peuvent commencer à douter et quitter le système avant même d'avoir atteint ce changement d'échelle. Du coup, et la deuxième limite, c'est qu'effectivement, dans le cadre d'une monnaie locale, il n'y a pas de création monétaire. C'est vraiment une monnaie adossée à l'euro. Donc du coup, voilà. Une des plus grandes limites qui est commune au barter et à la monnaie locale, c'est une montée en charge qui est vraiment longue avant d'atteindre le stade où vraiment l'impact est important pour l'activité des membres et in fine du territoire. Alors, hop. Donc à propos du Social Trade Credit Circuit, donc c'est je vais l'appeler le circuit. Si ça vous va, le circuit aux Pays-Bas, en fait, c'est un barter qui est annexé à une monnaie locale. Donc, la fondation Stro a lancé ce système en 2016. Donc, c'est un circuit national avec, pour le moment, 8 communautés locales. Et en fait, Stro, voilà, après avoir étudié les barters, les monnaies locales et d'autres types de systèmes d'échange, ils ont fait un constat qui est assez simple, hein, mais en fait, il y a deux façons pour améliorer une économie locale ou un groupe local. C'est à la fois d'ajouter de l'argent, donc en créer, mais surtout agir sur la vitesse de circulation de cet argent. Donc, c'est pour ça qu'ils ont créé ce circuit. Et du coup, dans ce circuit, il y a deux façons d'obtenir de la monnaie locale. Soit on convertit ces euros en monnaie locale, donc ce qui se fait habituellement dans tous les réseaux de monnaie locale. Et la deuxième façon d'obtenir de la monnaie locale, c'est de demander un crédit. Du coup, on va pouvoir voir comment ils font pour créer ce crédit. Ouais, on va commencer par ça. Alors, donc eux, ils ont créé une manière de créer du crédit. Ils ont appelé ça le crédit anticyclique. En fait, le crédit dans le circuit, il est créé à partir du moment où une offre et une demande se rencontrent. C'est-à-dire qu'à l'inverse d'une banque, ils prennent en compte en fait ce que ça peut générer en termes de richesse d'offrir un crédit à quelqu'un. Je vais essayer d'être plus claire. Parce qu'actuellement, il y a très peu de crédits qui sont faits. Alors, quand je dis habituellement, c'est dans le système bancaire classique. Il y a très peu de crédits qui sont faits dans les régions où l'économie tourne mal. Et moins il y a d'argent disponible, moins il y a de crédits disponibles, en fait. Et du coup, la demande de produits ou services vers des entreprises locales, elle est aussi limitée. Parce que si une entreprise n'a pas accès au crédit, du coup, elle va moins consommer. Donc, cette baisse de la demande va créer pour d'autres entreprises une perte de clients potentiels. Et ces mêmes entreprises vont se retrouver avec des capacités de production sous-utilisées. Donc, en gros, un fournisseur ne va pas vendre parce que son client n'a pas accès au crédit. Du coup, les banques, quand elles octroient un crédit aujourd'hui, elles prennent en considération que les entreprises qui demandent le prêt. Et du coup, elles ne prennent pas en compte que le fait d'octroyer un crédit à une entreprise, c'est permettre une vente supplémentaire chez son fournisseur.
Et que du coup, la monnaie qui va être créée comme ça va libérer la possibilité de faciliter de nombreuses autres activités économiques, en plus de celles qui a demandé le crédit finalement. Donc, en fait, les entreprises, elles peuvent ou non avoir besoin d'un prêt et les fournisseurs peuvent ou non avoir besoin de clients supplémentaires. Et dans le Social Trade Circuit Credit, dans le circuit néerlandais, ces deux besoins ils sont pris en compte. Donc, on va prendre en compte à la fois le besoin de l'entreprise qui a besoin du crédit, mais aussi celui de son fournisseur qui a besoin d'un client supplémentaire. Et du coup, c'est l'accord entre le débiteur potentiel et le fournisseur potentiel qui est décisif pour la mise en circulation de monnaie supplémentaire. Donc là, c'est peut-être un peu flou pour vous, donc je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne. C'est parti. Alors, pour lire cette slide, je vais commencer par vous expliquer, puis après on ira point par point. Du coup, en fait, dans le social trade, dans le circuit néerlandais, ce qu'ils font, c'est que quand une entreprise a besoin d'un crédit, il y a une société extérieure qui va estimer le risque de non-paiement du crédit. Ensuite, le circuit va fournir le crédit à la condition que le fournisseur soit disposé à financer l'assurance pour couvrir le risque de non-paiement du crédit. Donc, l'assurance pour couvrir le risque qui est demandée au fournisseur, c'est à la fois de payer le risque de non-paiement du demandeur du crédit plus 20%. On va faire ça dans l'ordre. Donc, je vous invite à voir donc, petit 1, on a une entreprise, l'entreprise A, qui a besoin d'un crédit pour effectuer un achat. Petit 2, je ne sais pas si je passe la souris. Petit 2 ici, donc la compagnie A fait une demande au circuit néerlandais. Le circuit va évaluer le risque de non-paiement. Donc là, je vous ai mis, on va dire que le risque de non-paiement, là, il est à 4%. Du coup, le risque de non-paiement est à 4%. Le petit 4. Petit 4, paf, de l'argent en monnaie locale, du coup, est envoyé sur le compte de l'entreprise A. Donc, mettons, elle a demandé 1000 unités de compte. Donc, alors, c'est vrai, là, je ne voulais pas parler d'Orex ou de Kern ou de je ne sais quelle monnaie, donc je parle d'unités de compte. Donc, en gros, c'est monnaie locale. Hein. Voilà. Après... Du coup, petit 4, paf, de l'argent est envoyé sur le compte de l'entreprise A. Ensuite, l'entreprise A, il va devoir chercher un fournisseur qui accepte de payer les frais pour assurer son crédit. Donc, il va présenter, il va faire une proposition, par exemple, à l'entreprise B. Donc, il va lui dire... je veux acheter votre prestation à 1000 €, enfin 1000 unités de monnaie locale. Par contre, si vous acceptez de faire cette vente, vous devriez payer le montant de l'assurance de mon crédit. Et du coup, le montant de cette assurance, en fait, c'est les 4% de 1000 €. Donc, les 4%, c'était le risque de non-paiement. Du coup, ça fait 40 €, plus 20% de 40, donc 8 €. Bon, si vous aurez des questions pour ça, je suis désolée, je ne suis peut-être pas très claire, mais on verra à la fin. Donc, en gros, les frais d'assurance pour ce crédit sont de 48 €. Donc, en gros, l'entreprise B va faire une vente à 1000 € et il payera 48 €, donc il aura 952 € de revenus. Donc là, le fournisseur, il va réfléchir et il va se dire est-ce que c'est quand même intéressant pour moi de faire cette vente, malgré les coûts d'assurance? Donc, il va regarder, en gros, c'est est-ce qu'il va faire un bénéfice marginal, quoi. Donc, c'est les 952 € moins les coûts variables de production de l'article ou du service.
Donc, si ça reste assez intéressant pour lui, il va payer et il va accepter. Si ce n'est pas assez intéressant pour lui, eh ben, l'entreprise A va devoir chercher un autre fournisseur pour qui la vente sera encore rentable, même en assurant le crédit. Et si vraiment l'entreprise A ne trouve pas de fournisseur, eh ben, le crédit ne sera pas débloqué. Donc là, on est dans le cas où le fournisseur, donc B, accepte la vente. Donc le petit 7, il accepte la vente. L'entreprise A, sur son compte, fait un virement de 1 000 €, 1000 unités de compte à l'entreprise B. Automatiquement, via la plateforme, il y a les frais d'assurance qui sont prélevés, donc les 48 €. Enfin, 48, là, on n'est que dans des échanges en monnaie locale. Pardon. Hop, donc lui, B, on en est au combien? 10. B, il peut utiliser les crédits qu'il a reçus pour faire d'autres achats auprès d'autres membres du réseau. Et étape 11, A doit rembourser son crédit. Donc en fait, après un certain laps de temps, il doit rembourser son crédit. Donc ça, je crois que dans le crédit circuit, ils ont un peu moins d'1 an pour rembourser leur crédit. Et du coup, là, il a la possibilité de rembourser son crédit soit en unité de monnaie locale, donc en gros en vendant directement ses propres biens ou prestations à d'autres membres du réseau, soit s'il n'a pas réussi à faire des ventes au sein du réseau, il peut rembourser son crédit en euros. Et étape 12, après un certain temps, donc ça je reviendrai après, d'autres membres du réseau qui ont des crédits, enfin des unités de compte sur leur compte en monnaie locale, ils ont l'autorisation de les convertir en euros. Donc, ce qu'il faut retenir sur cette approche, c'est que l'argent, il est créé dans le réseau via le crédit, mais seulement au moment où la société elle en a besoin pour activer ses capacités de production sous-utilisées. C'est pour ça que Stroh appelle ça que le crédit est anticyclique et il est créé par les entreprises elles-mêmes au moment où on en a besoin. OK. Ensuite, la deuxième innovation, c'est la technologie du sablier. C'est-à-dire que dans le logiciel Cyclos, il y a une timeline, c'est-à-dire un délai. En fait, pour chaque unité de monnaie qui circule, donc une unité égale 1 euro, donc pour chaque unité, il y a un délai et passé ce délai, ces unités peuvent être converties en euros. Et en fait, c'est comme ça que le crédit circuit s'assure que le volume d'unités de monnaie soit toujours égal aux euros qui sont stockés dans le compte en banque au moment où les euros sont réclamés. Parce que comme j'ai dit à un moment donné, une monnaie locale a pour obligation, pour chaque unité de monnaie locale qui circule, d'avoir 1 euro, enfin l'équivalent du volume sur un compte en banque. Alors, rentrons un peu plus dans les détails du sablier. Tchac, tchac. Ok. Alors, donc comme je disais, les membres ne peuvent pas convertir leur monnaie locale en euros pendant un certain temps donné, qui est défini par le sablier. Et c'est seulement quand le sablier est vide, quand cette période s'est écoulée, que les membres ont le droit de convertir leurs unités de monnaie locale en euros. Donc, sur cette slide, comme je vous ai dit, en fait, le crédit qui est octroyé dans le circuit, il peut être remboursé soit en unité de monnaie locale, soit en euros. Donc, en gros, on a la timeline, là, la frise. Donc, à jour 0, entre le jour 0 et le jour 10, on a, mettons, 100 000
unités de monnaie locale qui circulent, soit 100 000 € sur un compte en banque. Au jour 10, il y a l'entreprise A qui obtient un crédit de 1000 unités de compte. Donc 1000 unités de monnaie locale. Ce qui veut dire qu'entre le jour 10 et le jour 360, il y a 101 000. Je me suis plus. Attends. Ouais, il y a 100 000 plus 1000, 101 000 unités de monnaie locale qui circulent, tandis qu'il y a 100 000 € sur le compte en banque. Au jour 360, on va demander à A de rembourser sa dette. Donc là, on est dans le cas où là, il va la rembourser en monnaie locale. Donc là, il rembourse c'est son crédit de 1000, il le rembourse en monnaie locale. Sa dette, elle est donc compensée. La monnaie, elle est détruite, elle disparaît parce qu'il a remboursé ses achats directement par la vente de ses prestations, comme ça peut être le cas dans Orex. Et du coup, au jour 365, c'est-à-dire le jour où... Merci Samia. Je me suis plantée. Au jour 365, c'est-à-dire le jour où le sablier est vide, on est toujours sur le même volume de monnaie qui circule comparé à ce qu'il y a dans le compte en banque. OK. Cas 2, donc là, c'est la même chose. Néanmoins, cette fois, le membre A rembourse sa dette en euros. Ce qui veut dire que les euros sont versés sur le compte en banque où il y a le backup de la monnaie locale. Et en fait, ce qui est très important, c'est que du coup, la date du remboursement du crédit intervient avant le jour où les membres qui ont un crédit en monnaie locale ont le droit de convertir leurs euros. Du coup, au jour 365, il y a assez d'euros disponibles pour quelqu'un qui possède des unités de monnaie locale avec un sablier coulé et qui veut les convertir en euros. Donc, le membre qui a obtenu le crédit, il a remboursé avant que quiconque puisse convertir ses euros. Et c'est comme ça que le circuit néerlandais s'assure qu'il y a assez d'euros à donner aux membres qui veulent convertir leur monnaie locale en euros, malgré les crédits donnés. Voilà. Encore une fois, les questions, si vous en avez, à la fin. Tchac. Donc, quelle est l'architecture du Social Credit Circuit? Donc, en fait, c'est une coopérative nationale dans laquelle il y a plusieurs communautés. Donc, chaque communauté a ses propres règles et leur propre politique commerciale avec le reste des communautés. C'est vraiment comme si dans le Social Trade Circuit, il y avait la Gonette, le Lien, l'Elef, le Cairn. Ils ont leur propre processus pour recruter des membres, leur propre charte de fonctionnement, etc. Et ils peuvent même décider d'avoir des taux de change entre communautés pour mieux s'adapter à l'économie de la région. Et ensuite, les membres de chaque communauté sont membres de la coopérative et ils versent une part sociale de la coopérative qui sert à être mis dans un fonds de garantie. Après, j'ai fait le choix aujourd'hui de ne pas trop rentrer dans les détails de la coopérative, déjà parce que je ne suis pas trop à l'aise avec tout ça, mais que j'avais l'impression que ça allait faire un peu lourd. Donc, si on veut aller plus loin, c'est possible, mais peut-être pas trop aujourd'hui. Enfin, on va voir selon les questions. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'ils sont sur le même logiciel. Donc, c'est la même base de données au final. Donc, en fait,
s'il y a une communauté qui s'appelle Litret Euro et l'autre qui s'appelle le Rotterdam Euro, les membres ils verront pas la différence. Dans leur communauté, ils pourront faire des échanges en Utrecht Euros. Et s'ils ont besoin de faire des échanges avec les membres de Rotterdam, et ben là, ce sera quand même possible. Enfin, voilà. C'est ça l'intérêt aussi, c'est d'avoir un échelon assez grand. Donc pour eux, c'est carrément national, tout en gardant quand même un ancrage très local, avec chacun sa propre identité locale. Sur les aspects juridiques, en fait, sur le côté du crédit, on reste sur le même cadre juridique d'un barter. Tous les membres sont membres de la coopérative et en fait, il faut un peu assimiler ça à un modèle, par exemple, d'une multinationale qui va faire des transactions entre ses firmes. Dans le cadre du circuit néerlandais, le système est assuré avec un cadre légal sûr parce que du coup, il y a cette fameuse assurance pour garantir les crédits et un fonds de garantie pour les euros. Et puis zut, j'ai perdu le fil. En fait, eux, ils sont vraiment assurés que les crédits soient assurés à 100%, voire plus. Pour le moment, dans le circuit néerlandais, ils sont assurés à 103%. En fait, c'est pour ça qu'ils demandent aux fournisseurs de payer à la fois l'assurance du risque de non-paiement du crédit plus 20%. Ça permet de constituer un fonds d'assurance assez gros pour pallier au risque de non-paiement. Mais quand ils auront atteint un certain volume dans ce fonds d'assurance, ils pourront réduire la participation, par exemple, de 20% à 10%. Enfin, voilà, mais il vaut mieux se prémunir et voilà. Et ensuite, ils ont un outil technologique, donc le logiciel Cyclos, sécurisé et qui permet en plus de mettre des règles spécifiques pour la circulation de la monnaie. Voilà. Donc, pour résumer, l'intérêt de ce système, c'est que c'est une solution en fait pour pallier à la fois aux limites du barter et des monnaies locales, qui a une vraie logique économique, le fameux crédit anticyclique, que c'est également un levier pour les pouvoirs publics. Moi, je pensais ça parce que pour le moment, Orex ne permet pas aux pouvoirs publics de verser des subventions, mais en monnaie locale, j'entends. Mais avec un modèle comme ça, c'est possible. Et surtout, voilà, il y a un impact plus sur le développement économique local et la création d'activités. Et du coup, pour terminer, moi, je suis assez convaincue qu'il y aurait un vrai intérêt en fait de reproduire ou en tout cas d'adapter le modèle des Pays-Bas ici, dans notre région, et que du coup, pour ça, ça pourrait être la possibilité effectivement de, de créer via Orex, qui est un barter, et les monnaies locales, une sorte de circuit néerlandais, quoi, mais ici chez nous. Du coup, j'ai listé 2-3 petits points. Donc déjà, ce qui est nécessaire à faire si on veut tendre vers ce modèle, c'est d'être sur la même administration numérique, d'assurer les crédits Orex existants, d'étudier le cadre juridique et voir s'il s'applique avec le droit français et le droit des entreprises. Ça veut dire aussi créer une coopérative, travailler sur la gouvernance, impliquer des grandes institutions, des grandes entreprises pour les pousser à dépenser dans ce réseau. Et ensuite, faire une stratégie, un business model, avoir une communication claire, etc. Et d'après moi, ce qu'on pourrait faire dès maintenant, en fait,
c'est de constituer un groupe de travail avec des personnes qui sont motivées pour réfléchir à la mise en place de ce projet, coordonner en fait et faire un rétro-planning de quelles devraient être les actions, quels moyens, etc. Et là, c'est un autre truc. Donc, comme je vous en ai parlé au début, en fait, il y a le Henk, qui a écrit un livre où il raconte tout ça, il explique comment fonctionnent les systèmes, etc. Moi, j'ai commencé à bosser sur la traduction en français, mais il y a encore beaucoup de boulot. Donc, si on trouve des personnes aujourd'hui qui seraient prêtes à bosser là-dessus, ça pourrait être intéressant et on pourrait même intégrer des chapitres sur des expériences qui sont mises en place en France. Voilà, je m'aperçois que j'ai été méga longue. Je pensais que ça a été beaucoup plus court. Je suis désolée et merci de m'avoir suivie jusqu'à maintenant. Avant de passer aux questions-réponses, je voulais en profiter en fait pour donner la parole rapidement à Charles. Voilà, parce que notamment au sein d'Orex, je sais que tout le monde n'est pas forcément au courant euh, voilà, de ce que fait Charles. Donc, je te laisse la parole, Charles, et je t'explique un peu mieux ce que fait le mouvement Sol. Oui, bonjour tout le monde. Oui, le mouvement Sol, c'est un mouvement qui a une petite dizaine d'années, qui rassemble plusieurs initiatives euh, liées à la monnaie et aux échanges. Alors, on fédère principalement des monnaies locales, mais on a aussi quelques selles, un barter avec Orex, et puis quelques autres innovations monétaires encore différentes. MyTroc, qui est un système d'échange avec des monnaies en ligne. On a Terra qui cherche à expérimenter un éco-village autonome et le versement d'un revenu d'autonomie en monnaie locale. Voilà, il y a donc une réflexion sur les échanges, sur la monnaie, aussi sur tout ce qui tout ce qui concerne les indicateurs de richesse, qu'est-ce que la richesse. Voilà, on travaille en lien avec beaucoup d'acteurs de la transition, le collectif pour une transition citoyenne notamment, avec le projet Écosystème aussi, qui réfléchit à mailler des acteurs nationaux et locaux, avec une réflexion aussi sur des nouvelles formes de comptabilité. Voilà, donc principalement, on a une bonne trentaine de membres, 90% sont des monnaies locales. Euh, on les accompagne en ce moment et depuis l'année dernière au passage au numérique, notamment, donc avec Cyclos, mais pas seulement. On a aussi certaines monnaies qui travaillent à une digitalisation sous blockchain. Et il y a de plus en plus une demande de lancer une réflexion sur l'interopérabilité entre les monnaies locales et les barters. Donc, on serait également intéressé par le groupe de travail que suggère Camille. Merci.